Le froid était une lame sous mes vêtements, mais la chaleur de Julien derrière moi était une fournaise. On était blottis dans cette cabane de garde forestier abandonnée, quelque part au fin fond des roches brisées, le blizzard hurlant dehors comme un loup affamé. Mes dents claquaient encore après notre plongeon dans le torrent glacé. Ce foutu drone nous avait repérés, mais Julien, il m'avait tiré dans l'eau, puis il m'avait serré contre lui, sa propre chaleur nous sauvant de l'hypothermie. C'était bizarre. Un roi, un alpha puissant, et moi, Marie, une simple serveuse, blottis comme ça. Il n'y avait plus de dignité, juste la survie. Ses bras me tenaient fermement, la couverture crasseuse autour de nous deux serrée. Sa peau rugueuse, celle d'un homme qui se bat, me réchauffait. Pourquoi? Pourquoi, Sophie? Ma voix était à peine un souffle dans le silence crépitant du poêle à bois. La question me rongeait. Je l'avais entendu murmurer dans mon oreille. Cette nuit-là, la nuit où tout avait basculé. Je sentais son menton reposer sur le sommet de ma tête, sa respiration chaude dans mes cheveux. La politique, a-t-il dit, sa voix grave maintenant qu'il se réchauffait, mais toujours avec une pointe d'amertume. Le clan Gaillard contrôle les routes maritimes, leurs conseillers. Ils ont dit qu'une union stabiliserait l'économie. Ils ont dit que l'amour viendrait avec le temps. Ils ont menti. Ils se sont trompés. Ces mots étaient lourds, chargés d'un poids que je ne pouvais que deviner. Je pensais pouvoir être le roi qu'ils voulaient, pragmatique, stoïque, sans faille. Il y avait un silence, seulement brisé par le vent qui sifflait à travers les fentes des planches pourries. « Mais tu ne l'es pas », j'ai murmuré, me tournant un peu dans ses bras pour pouvoir le regarder. La faible lumière du feu faisait danser des flammes dans ses yeux dorés, les transformant en ambre liquide. Je t'ai vu au grill. Tu regardais cette chaise vide comme si c'était la seule chose au monde. Mon cœur se serrait à ce souvenir, à l'image de cet homme seul, attendant son bourreau, son visage marqué d'une attente si tendre, si naïve. Je cherchais un avenir, a-t-il avoué. Sa main s'est posée sur ma joue, son pouce caressant la ligne de ma mâchoire. Sa peau était rugueuse de travail et de vie, mais son toucher était étonnamment doux, presque révérencieux. Je voulais croire que je n'étais pas seul. Et là, l'air entre nous a changé. Il s'est épaissi, chargé d'une électricité silencieuse. L'odeur de la pluie sur l'asphalte chaud, la mienne, s'est mêlée à celle du feu de bois et du lainage humide de sa veste. Une étincelle. Ce baiser, c'était bien avant, non? Non, attends, c'était cette nuit-là, pas après. La chronologie des événements se brouille un peu, vous savez. Avec tout ce qui s'est passé, les jours se sont confondus. Est-ce que ce baiser avait eu lieu avant la fuite dans la neige, avant le drone, ou juste après être arrivé à la cabane? Je ne suis plus très sûr des détails exacts. L'adrénaline efface les contours nets. Mais l'émotion, ça s'est gravé. Il s'était penché, sa respiration saccadée. Il menait une guerre intérieure, je pouvais le sentir. L'instinct de me revendiquer contre la réalité terrifiante de qui j'étais, une inconnue, une serveuse, une louve solitaire sans clan ni attache, et lui un roi avec une prime sur sa tête. « Marie », il a soufflé. « Non », j'ai murmuré, même si je ne me suis pas éloigné. Mes mains ont trouvé le tissu de sa chemise. « Si tu m'embrasses, Julien, tu ne pourras plus jamais faire semblant d'être le roi dans sa tour d'ivoire. Tu ne pourras plus faire semblant que je ne suis qu'une serveuse. » « Je ne veux pas y retourner, a-t-il dit, sa voix pleine de résolution. Je veux brûler la tour. Et il m'a embrassé. Ce n'était pas doux. C'était désespéré, violent, comme la collision de deux plaques tectoniques. Le goût de la survie, de la peur, et d'un désir si profond qu'il en faisait mal. Il a gémi, ses mains s'emmêlant dans mes cheveux humides, me tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre nous. J'ai répondu à son baiser avec une férocité qui égalait la sienne. Pendant des années, j'avais été invisible, un fantôme traversant la vie. Mais dans ses bras, j'étais solide, j'étais réel.
Une reine sans couronne, peut-être, mais bien vivante. On s'est séparés, haletants, nos fronts reposant l'un contre l'autre. Tu es ma louve, a-t-il déclaré. Les mots étaient un serment, lourd et absolu. Pas Sophie. La déesse Lune a un sens de l'humour tordu, cachant mon âme dans un petit restaurant au bord de la route. Je suis une solitaire, Julien, je lui ai rappelé, ma voix tremblante. Je n'ai pas de nom. Tu as mon nom, a-t-il grogné. Si on survit à ça, tu as tout. Si. Le mot a plané, coupant et froid. Comment en étions-nous arrivés là, au fait, dans cette cabane isolée, à échanger des baisers au goût de désespoir et d'espoir mêlés, après l'avoir sauvé d'une mort certaine? Pour ça, il faut que je vous raconte le début, la nuit où j'ai arrêté d'être invisible. Quelques jours plus tôt, ou était-ce une semaine? Mon souvenir est un peu flou à ce sujet. Les nuits se mélangeaient quand on était une serveuse de nuit. Le grill de minuit sentait le gras rance, le café brûlé et, pour une raison qui échappait aux humains, la violence imminente. J'essuyais le comptoir en formica, mes mouvements mécaniques, mais mes yeux étaient vifs, furetant vers le coin du fond. Il était assis là, Julien Dubois. Même dans un manteau râpé, il occupait l'espace comme une tempête piégée dans une bouteille. Il attendait sa reine, sa compagne supposée. Mais elle ne viendrait pas. Les hommes dans le SUV noir dehors, mon cœur a martelé contre mes côtes. Je n'étais pas une héroïne. J'étais personne, une solitaire, une louve sans meute, sans lignée à mentionner, mais je ne pouvais pas regarder un roi mourir. Le néon du grill de minuit bourdonnait d'un bruit irritant, éclairant l'intérieur de teintes alternées de rose maladif et de violettes contusionnées. Dehors, la neige tombait à gros flocons, assourdissant l'autoroute, transformant le monde en une page blanche. À l'intérieur, c'était chaud, humide, et ça sentait le bacon et le désinfectant bon marché. J'ai ajusté mon tablier, le tissu rugueux contre ma taille. Ici, j'étais invisible, un fantôme en uniforme. C'était ma façon de survivre. Se fondre dans le décor n'était pas seulement une compétence, c'était une nécessité. Mais cette nuit-là, impossible de me fondre. Parce qu'il était là, Julien Dubois, l'Alpha Roy, le souverain des terres du Nord. Il ne portait pas de couronne, pas de costume sur mesure. Juste un lourd manteau de laine mouillé par la neige fondue, ses cheveux noirs collés à son front. Il avait l'air épuisé, humain. Mais pour mes sens aiguisés, il était une onde de puissance, une vibration basse fréquence qui faisait cliqueter presque imperceptiblement les couverts sur les assiettes. Il fixait la porte, vérifiait sa montre, attendant. Je savais qui il attendait. Sophie Gailloré, la femme que les tabloïds appelaient le joyau du Nord, sa compagne supposée, celle destinée à stabiliser son règne et unir les clans fracturés. Mais Sophie ne viendrait pas. 10 minutes plus tôt, 3 hommes étaient entrés. Ils n'avaient pas commandé de nourriture. Juste du café noir et s'étaient assis dans le box le plus éloigné du roi, dissimulé par une cloison décorative. Ils sentaient le soufre, l'huile d'armes et l'argent. Des mercenaires, des chasseurs de loups. J'étais en train de remplir les distributeurs de sucre près d'eux quand j'ai entendu. Un murmure, porté par un courant d'air qu'une oreille humaine aurait manqué. Elle a dit 23 heures. Pas de garde, juste lui. Le paiement est fait quand la tête est dans la boîte. Gaillard a promis que le périmètre est tombé. Le plateau dans ma main avait penché d'1 centimètre. J'avais rectifié instantanément, mais l'angoisse froide qui m'avait envahi était totale. Ce n'était pas juste un assassinat, c'était un coup d'État interne. La reine désignée vendait le roi au plus offrant. À 22h58, j'étais derrière le comptoir, la cafetière lourde dans ma main. J'ai regardé Julien. Il sirotait de l'eau, les yeux fixés sur l'obscurité enneigée de la fenêtre, un regard de tendre attente sur son visage. Il l'aimait. La réalisation m'a transpercé le ventre. Il était un monstre pour certains, un tyran pour d'autres, mais là,
Il n'était qu'un homme attendant la femme qu'il aimait, ignorant qu'elle avait signé son arrêt de mort. « Ne fais rien !» hurlaient mes instincts de survie. « Pars! Va dans la cuisine! Cache-toi dans le congélateur! Si elle intervient, elle se révèle. Si elle se révèle, elle est morte. » Les loups solitaires ne se mêlent pas des affaires royales. Mais il y avait cette chose, cette dignité silencieuse en lui, même dans sa détresse. C'était étrange. Julien a vérifié sa montre à nouveau. 22h59. Les mercenaires à l'arrière bougeaient. L'un d'eux a fouillé dans sa veste. L'odeur d'aconite, âcre et amère, et commençait à flotter dans l'air, masquant l'odeur des armes en argent. Des pros. Ils le frapperaient avant qu'il ne puisse se transformer, avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle de la pièce. J'ai sorti un carnet de reçus de ma poche. J'ai pris un stylo. Mes doigts s'étaient engourdis. J'ai écrit les mots rapidement, l'encre saignant légèrement sur le papier bon marché. Ta compagne te trahit. Ils sont en position. J'ai déchiré le morceau. C'était comme tenir une grenade dégoupillée. Je me suis déplacé, non pas avec la démarche traînante d'une serveuse fatiguée, mais avec la grâce fluide que je gardais habituellement cachée. J'ai traversé le sol du restaurant, les carreaux en damier glissant sous mes baskets. J'ai atteint sa table. Il n'a pas levé les yeux. Trop concentré sur la porte. « Café ?» ai-je demandé. Ma voix était stable, bien que mon pouls battait la chamade dans mes oreilles. Julien a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient dorés, en fusion, anciens et terrifiants d'intelligence. Pendant une seconde, il m'a vu. Pas l'uniforme, pas le statut de solitaire, mais moi. L'intensité de son regard a failli me faire lâcher la cafetière. « Non », a-t-il dit, sa voix un profond grondement qui a vibré dans ma poitrine. « J'attends quelqu'un. »« Vous en avez besoin », ai-je insisté, mon ton urgent, frôlant l'insolence. J'ai posé la tasse lourdement, le café a débordé. J'ai glissé le reçu plié sous la soucoupe, le tapant une fois de mon index. « C'est pour la maison », ai-je soufflé. Je me suis retourné et me suis éloigné. Je n'ai pas couru. Courir attire les prédateurs. J'ai marché jusqu'au comptoir, le dos me picotant comme si j'étais ciblé par un laser. J'ai agrippé le bord de l'évier, comptant les secondes. 1, 2, 3. Derrière moi, le bruit du mouvement s'est arrêté. Le silence dans le restaurant a changé. Ce n'était plus le silence du vide. C'était le silence d'un souffle retenu avant un cri. J'ai risqué un coup d'œil. Julien avait le môle en main. Il ne regardait plus la porte. Il regardait la chaise vide en face de lui, la chaise que Sophie devait occuper. Son expression n'avait pas basculé dans la rage. Elle s'était brisée en une immobilité profonde et creuse. Un roi réalisant que son château était bâti sur du sable. Puis le mercenaire dans le box du fond s'est levé. Un pistolet silencieux levé. Julien n'a pas pris sa forme animale. Il n'a pas rugi. Il a simplement retourné la lourde table en chêne sur le côté d'une seule main. Le mouvement plus rapide que la pensée. Les balles ont percuté le bois, envoyant des éclats voler comme des éclats d'obus. Le néon a explosé dans une pluie d'étincelles et de verre, plongeant le restaurant dans l'obscurité. Le chaos n'était pas bruyant. C'est la première chose que j'ai remarquée. Dans les films, la bataille est une cacophonie. En réalité, ce sont des sons nets et ponctuels sur fond de silence assourdissant. Crack, un coup de feu. Thud, un corps qui frappe un mur. Crunch, un os qui cède. Je me suis caché derrière le comptoir, mes mains sur mes oreilles. L'odeur d'aconite était accablante maintenant, me brûlant le nez. C'était une grenade gazeuse destinée à empêcher un métamorphe de prendre sa forme animale. Ça les forçait à se battre comme des hommes. Mais Julien Dubois n'était pas juste un homme. Un corps a volé par-dessus le comptoir, atterrissant dans la zone de préparation avec un bruit humide. C'était l'un des mercenaires. Sa poitrine était enfoncée, non pas par une griffe, mais par un poing. « Bouge !» L'ordre n'a pas été crié. Il a été grogné directement dans mon oreille. Une main m'a agrippé le haut du bras, dur comme du fer, brûlant. Julien m'a tiré du sol.
Ils ont piégé les sorties, a-t-il sifflé, ses yeux brillants férocement dans la pénombre. La cuisine. Il y a une sortie par là? Le quai de chargement. J'ai haleté, trébuchant alors qu'il me tirait à travers le garde-manger. Vas-y. Il ne m'a pas poussé derrière lui. Il m'a poussé en avant, plaçant son corps entre moi et les assaillants restants. Il se servait de lui-même comme bouclier. Un autre coup de feu a retenti et Julien a tressauté, un sifflement s'échappant de ses dents. Une tache de sang sombre s'est étendue sur l'épaule de son manteau de laine. De l'argent. Ça devait être de l'argent. Tu es touché, ai-je dit, ma voix tremblante. Marche, gamine. On a fait irruption dans la cuisine. Il faisait un froid glacial. La porte arrière avait été défoncée, laissant le blizzard d'entrer, mais la sortie était bloquée. Deux autres silhouettes se tenaient dans la neige tourbillonnante, silhouettes contre les phares du SUV. Julien n'a pas hésité. Il a attrapé une lourde poêle en fonte sur l'égouttoir et l'a lancée avec une vitesse terrifiante. Elle a frappé la première silhouette à la tête avec un bruit horrible. L'homme est tombé. Le deuxième homme a levé un fusil. Julien a rugi, un son qui n'était pas humain, un son qui a fait trembler des casseroles suspendues au plafond. Il s'est jeté sur l'homme armé. Ils ont heurté la neige, un enchevêtrement de membres et de fureur. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. Je pouvais courir. La forêt était juste là. Je pouvais disparaître dans la lisière des arbres, prendre ma petite forme de louve grise et m'évanouir. Il était le roi. C'était sa guerre. Mais j'ai regardé la note toujours serrée dans sa main gauche. Même en se battant pour sa vie, il ne l'avait pas laissé tomber. Ta compagne t'a trahi. Il se battait seul, trahi par la personne censée garder son âme. J'ai attrapé un couteau de boucher sur la bande magnétique au mur. Je n'étais pas une guerrière. J'étais une survivante. Mais cette nuit-là, les frontières étaient floues. L'homme armé avait Julien épinglé, appuyant un couteau en argent sur la gorge du roi. La crainte rendait Julien léthargique, sa force faiblissait. Je n'ai pas rugi. Je ne me suis pas annoncé. J'ai sprinté à travers la neige et j'ai enfoncé le couteau de boucher dans la cuisse de l'agresseur. L'homme a crié, sa prise se relâchant. Julien s'est relevé, donnant un coup de tête à l'homme avec une force qui a brisé le crâne. L'agresseur a roulé, inconscient ou mort dans la neige. Julien s'est relevé péniblement, la poitrine haletante. Il a regardé l'homme, puis moi, puis le couteau dans ma main. Le sang coulait de son épaule, fumant dans l'air froid. « Pourquoi » a-t-il demandé, la voix rauque. « Plus tard » ai-je dit, attrapant son bras non blessé. « D'autres arrivent, je les entends sur l'autoroute. On doit bouger. » « Ma voiture est piégée » ai-je dit. « Si elle t'a trahi, elle leur a donné les clés. On marche. » Il a hésité, sa fierté luttant contre sa logique. C'était un roi. Il ne courait pas, mais il a regardé le sang dans la neige, son sang, et a hoché la tête brusquement. Mène le chemin. On a couru. Le bois nous a engloutis. La neige était jusqu'aux genoux, une couverture lourde et humide qui rendait chaque pas une lutte. Le vent hurlait à travers les pins, un cœur strident qui masquait nos pas mais mordait nos vêtements. Je l'ai guidé hors des sentiers de Sœur, vers les crêtes où le terrain était trop accidenté pour les véhicules. Je connaissais ces bois, j'y avais chassé des lapins quand j'avais faim. Je savais où était une dégrade. Julien ralentissait. L'argent dans son épaule l'empoisonnait, brûlant dans ses veines comme de l'acide. Il s'appuyait lourdement sur moi, son poids immense. « Laisse-moi » a-t-il dit en serrant les dents, trébuchant sur une racine. « Je les retiendrai. »« Tais-toi » ai-je claqué. « Tu meurs et j'aurais fait tout ça pour rien. »« Qui es-tu » a-t-il demandé, sa voix légèrement pâteuse. « Personne ne risque sa vie pour un homme mort. »« Tu n'es pas mort, pas encore. » On a atteint la pente, une paroi rocheuse abrupte cachée par un rideau de pruche. J'ai écarté les branches, révélant une fissure dans la paroi rocheuse. Une petite grotte, à peine une fente dans la terre. « À l'intérieur » ai-je ordonné.
Julien s'est effondré à l'intérieur, glissant le long du mur de pierre froide. J'ai suivi, traînant des branches de pin sur l'entrée pour la dissimuler. L'obscurité à l'intérieur était absolue. Le seul son était la respiration rauque de Julien, humide, lourde et de plus en plus lente. J'ai fouillé dans ma poche pour un briquet que je gardais pour les clients qui fumaient. J'ai actionné la molette. La petite flamme a dansé, éclairant la grotte. Julien était pâle, sa peau grisâtre. La blessure à son épaule était noire et sointante. L'argent se propageait. Il m'a regardé, ses yeux dorés s'assombrissant, mais brûlant toujours d'une intelligence féroce et perplexe. « Sophie » a-t-il murmuré. Ce n'était pas une question. C'était un plaidoyer pour que ce soit un mensonge. Je me suis agenouillé à côté de lui, le cœur brisé pour le monstre dans l'obscurité. Elle n'était pas là, Julien. Elle les a envoyés. Il a fermé les yeux et une seule larme chaude et en colère a tracé un chemin dans la crasse de son visage. Alors laisse-moi mourir. Il ne reste plus rien. Non, ai-je dit, tendant la main vers les boutons de son manteau. Le roi est peut-être mort, mais l'homme doit survivre. Tiens-toi tranquille. Je dois retirer l'argent. La douleur était un pays familier pour Julien Dubois. Il avait eu des os cassés à l'entraînement, des lacérations lors d'escarmouches frontalières et enduré le mal de tête de la politique. Mais la douleur de l'argent était différente. Ce n'était pas seulement physique, c'était spirituel. Cela coupait la connexion avec le loup. Ça le faisait se sentir petit, mortel. Mais la douleur du couteau qui s'enfonçait dans son épaule était nette, le ramenant au présent. Presque. C'est bon, j'ai murmuré. Il a ouvert les yeux. À la lumière vacillante d'un petit feu que j'avais réussi à faire, sans fumée, nourri par des brindilles sèches, je devais ressembler à un esprit. Peau pâle, cheveux foncés tirés en un chignon désordonné, yeux de la couleur des nuages d'orage. Marie. Il s'est souvenu de mon badge. Mes mains étaient rugueuses, cailleuses par le travail, mais mon toucher était étonnamment doux. J'ai versé quelque chose sur la blessure. Du whisky bon marché d'une flasque que j'avais sorti de ma poche. Il a sifflé, cambrant son dos contre la pierre. « Désolé », ai-je murmuré, n'ayant pas l'air désolé du tout. « Cautériser n'est pas une option. La fumée nous trahirait. Ça doit suffire. » J'ai pressé un tampon de bande de tissu propre déchiré de mon tablier contre la blessure. « La balle est sortie », ai-je dit, m'asseyant sur mes talons. J'ai essuyé mes mains ensanglantées sur la neige près de l'entrée. « Tu guériras lentement, mais tu guériras. » Julien m'a regardé. Je tremblais. Mon uniforme de serveuse était un polyester synthétique fin, fait pour un restaurant chauffé, pas pour un blizzard dans les terres du Nord. « Viens ici », a-t-il dit. Sa voix était cassée, du gravier grinçant sur du verre. Je l'ai regardé avec lassitude. « Je vais bien. » Tu gèles et je brûle de fièvre. C'est de la thermodynamique simple, Marie. J'ai hésité, puis me suis rapproché à quatre pattes. L'espace était petit. Je me suis assise à côté de lui, sans le toucher. « Plus près », a-t-il commandé doucement. « Je ne mords pas. Pas ce soir. » Je me suis déplacé jusqu'à ce que mon épaule presse son côté non blessé. La chaleur qui émanait de lui était intense. Une fournaise alimentée par sa lutte métabolique contre l'argent. Elle m'a imprégné, chassant le froid. C'est ça la cabane. Le point de départ de ce souvenir confus. Et le baiser, ce n'était pas avant la fuite, c'était là, cette nuit-là. L'une des nombreuses premières fois, je suppose. Mon esprit parfois se mélange un peu les souvenirs. Vous voyez? Le matin n'est pas arrivé. Il a meurtri l'horizon de teintes de violet violent et de gris. La tempête était passée, laissant derrière elle un silence si profond qu'il donnait une pression au tympan. Le monde était enterré sous un mètre de neige immaculé. Julien s'est réveillé à l'odeur du sang. Pas le sien. Cette odeur était rance et métallique, mais du sang frais et chaud. Il s'est redressé. Le mouvement était raide, mais plus douloureux.
Le mal de tête dû à l'aconie avait reculé pour devenir une pulsation sourde derrière ses yeux. Il a regardé vers l'entrée de la grotte. J'étais là, accroupi, dépeçant un lièvre des neiges avec le même couteau de boucher que j'avais utilisé pour lui sauver la vie. Je paraissais différente à la lumière du jour. L'uniforme de serveuse était caché sous une chemise de flanelle surdimensionnée que j'avais dû avoir dans mon sac à dos, mais mes mains étaient nues, rouges de froid, travaillant avec une vitesse efficace et brutale. « Tu es réveillé », ai-je dit sans lever les yeux. « Mange, on bouge dans 10 minutes. » J'ai lancé une bande de viande crue vers lui. Julien l'a attrapé par réflexe. Son loup a fait surface, affamé et désespéré. Il n'a pas hésité. Il a mangé la viande crue, sentant la protéine frapper son système comme un démarrage en trombe. Ce n'était pas un repas digne d'un roi, mais c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. « Tu sais chasser », a-t-il observé, me regardant nettoyer le couteau avec de la neige. « Je sais comment ne pas mourir de faim », j'ai corrigé. Je me suis levé, balayant la neige de mes genoux. Il y a une différence. Chasser implique le sport. Pour une solitaire, c'est juste un mardi. Julien s'est levé, testant son épaule. Elle tirait et faisait mal, mais le muscle tenait. Ma guérison s'accélère. Ce soir, je serai à 50%. Bien, ai-je dit, épaulant un sac à dos en toile usée. Parce que 50% d'un alpha, c'est toujours mieux que 100% d'un humain. On est parti. Le terrain était impitoyable. Des crêtes escarpées recouvertes de granit léché par la glace, cachées par la poudre traîtresse. J'ai pris les devants. Je ne me déplaçais pas comme un soldat, marchant en ligne droite, mais comme l'eau coulant autour des obstacles, choisissant le chemin de moindre résistance. Julien me regardait le dos. Il était habitué à être l'avant-garde, celui qui traçait le chemin. Suivre était une sensation étrangère, mais il s'est retrouvé à faire confiance à mes instincts. Je remarquais des choses qu'il manquait. Une brindille naissante qui indiquait la tanière d'un ours, un changement dans le vent qui signalait un courant descendant. Vers midi, le soleil était haut et aveuglant, se reflétant sur la neige avec un éclat qui brûlait les yeux. On s'est arrêté près d'un ruisseau gelé pour boire, brisant la glace avec des pierres. « On a besoin d'un plan », a dit Julien, essuyant l'eau de son menton. On marche vers le nord, vers la frontière. Vers les roches brisées, j'ai corrigé. Les mercenaires s'attendent à ce que tu ailles au sud vers la capitale ou à l'est vers les terres de Meute. Les roches brisées, c'est la mort. Personne n'y va. Donc on marche vers la mort pour éviter la mort, a-t-il résumé. On marche dans mon jardin, ai-je dit, mes yeux balayant la ligne des arbres. Les roches brisées sont pleines d'anciens tunnels miniers, de caches de ravitaillement oubliés et de signaux. Des signaux? Des tours radio, vieille technologie. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ton royaume sans déclencher de surveillance numérique, il te faut de l'analogique. Julien m'a regardé, vraiment regardé. Le vent a rabattu une mèche de cheveux sombres sur mon visage. J'étais petite, sans prétention, pourtant je possédais un courage qui faisait honte à ces généraux les plus décorés. « Pourquoi travaillais-tu au grill, Marie ?» a-t-il demandé doucement. « Tu as des compétences qui auraient pu te valoir une place dans n'importe quelle garde de meute. » Je me suis raidi, regardant l'eau gelée. « Les meutes ont des règles, Julien. Elles ont des hiérarchies. Tu t'agenouilles devant l'alpha. Tu tendes le cou. Tu acceptes ta place. Je ne m'agenouille pas. »« Tu as sauvé un roi, » a-t-il souligné. « C'est servir la hiérarchie. » J'ai levé les yeux, mon regard perçant. « Je n'ai pas sauvé un roi. J'ai sauvé un homme qui était en infériorité numérique de 3 contre 1. Je n'aime pas les brutes, qu'elles portent des couronnes ou des équipements tactiques. » Julien a senti une étrange chaleur fleurir dans sa poitrine, sans rapport avec l'effort. « Je ne suis pas une brute, Mary. Tu es un alpha, ai-je dit, comme si ça expliquait tout. Allez, on perd la lumière. » C'est là que tout est devenu plus absurde encore. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est fou, n'est-ce pas?
cette situation avec Julien. Je veux dire, pensez-y. Un roi loup, un alpha, qui est en fait juste un homme trahi par sa fiancée officielle et qui se retrouve à dépendre d'une serveuse solitaire qu'il n'avait jamais vraiment remarquée avant. Dans mon monde, on aurait dit que c'était une histoire de fou, une légende inventée. Un roi déchu, traqué par des mercenaires, qui se confie à moi sur les tours radio et les réseaux analogiques. La vraie vie est parfois bien plus étrange que n'importe quelle fiction. Qui aurait cru que la survie d'un royaume dépendrait de mes connaissances sur les vieux tunnels miniers et d'une connexion Internet de fortune? C'était à la fois terrifiant et hilarant. On parlait de trahison, de coup d'État, de survie, et entre ça, de la qualité du café et des astuces pour éviter l'hypothermie. La vie, je vous jure. Allez, retour à nos moutons. Ou plutôt, à nos loups. Alors que je me tournais, Julienne a capté une odeur dans le vent. Elle était faible, enfouie sous l'odeur du pain et de la neige. Mais elle était là. C'était l'odeur de ma peur montant subitement. « Attends » a-t-il grogné. Il m'a attrapé le bras, me tirant derrière un groupe de rochers. « Quoi » ai-je sifflé. « Drone » a-t-il murmuré, pointant vers le haut. Loin au-dessus, une tache noire tournait contre le ciel bleu. C'était silencieux, électrique. Un drone de surveillance. La technologie de Pierre. Il quadrille la forêt, a murmuré Julien. Il savait qu'on n'a pas pris la voiture. Je me suis appuyé contre la pierre froide. Moi, c'est un homme. Mon épaule est touchant sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur battre la chamade. Un oiseau qui bat des ailes rapidement. Il peut voir la chaleur, ai-je demandé. Oui, imagerie thermique. Alors on est des cibles lumineuses. Passez, on la masque. Julien a regardé le ruisseau. L'eau, elle est presque gelée. Ça cachera nos signatures. J'ai regardé l'eau noire et glacée, puis lui. Tu veux qu'on entre là-dedans? Tu veux vivre? Le drone faisait un virage, descendant pour un balayage plus bas. Je n'ai pas discuté. Je me suis glissé dans le ruisseau. Le halètement que j'ai laissé échapper était étranglé. Mon visage est devenu blanc instantanément. Julien a suivi, le froid le frappant comme un coup physique, lui coupant le souffle. « Sous la berge » a-t-il commandé à travers mes dents qui claquaient. On s'est blotti sous l'avancée de la berge enneigée, submergé jusqu'au cou dans l'eau glaciale. Julien a enroulé son bras autour de moi, non pas pour la romance, mais pour m'ancrer contre le courant. Le drone bourdonnait au-dessus de nous, un homme grave et menaçant. Il a plané, ses yeux de caméra balayant le lit de la rivière. J'ai senti Julien trembler violemment. L'hypothermie s'installerait dans quelques minutes. Il a poussé sa propre chaleur vers l'extérieur, forçant son métabolisme à brûler plus vite, transformant son corps en radiateur. Il m'a pressé fort contre lui. « Concentrez-toi sur moi » a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Regarde-moi. » J'ai levé les yeux, mes lèvres bleues. Il fait froid. Je sais. Respire juste. Je te tiens. Pendant un instant, la guerre n'existait plus. Il n'y avait que l'eau glacée, le drone au-dessus et l'homme dans mes bras. Son odeur a rempli mes narines, pluis et ozone, et son loup a hurlé en reconnaissance. Ce n'était pas un salut poli. C'était une revendication. Min, le drone a plané pendant encore 10 secondes, puis a viré, continuant sa recherche. « Il est parti », a dit Julien, la voix rauque. On s'est précipité hors de l'eau, s'effondrant sur la berge enneigée. L'air nous a frappés, gelant instantanément nos vêtements mouillés. « On doit bouger », ai-je balbutié, mes dents claquant. « Hypothermie, on doit trouver un abri maintenant. »« La cabane », a dit Julien, pointant une crête à 1 kilomètre de là. J'ai vu une ligne de toit avant qu'on ne se cache. « Cours », ai-je dit, « on doit courir. » Et on a couru vers le bâtiment. L'accès à la tour des roches brisées, cet ancien relais radio était un véritable calvaire. L'air était ténu, chaque pas une épreuve, et l'épaule de Julien pulsait à nouveau, un rappel douloureux que le poison d'argent n'était pas entièrement dissipé.
On était à mi-chemin de la pente quand le coup de feu a retenti. Il a frappé la roche à quelques centimètres de la tête de Julien, projetant de la poussière de pierre dans ses yeux. « À terre !» Il m'a plaqué au sol, nous roulant derrière un rocher alors qu'un deuxième coup de feu a déchiré l'air. « Snipers !» a rugi Julien. « Crête haute, à 3 heures. » On était piégés. Le tireur avait la position dominante. « Ils nous ont trouvés vite !» ai-je haleté, vérifiant le chargeur du pistolet que j'avais pris aux mercenaires du Grey. « Comment? » « Le drone !» a craché Julien. « Il a dû nous marquer avant qu'on entre dans l'eau où ils ont suivi la signature thermique du poêle de la cabane. On ne peut pas rester ici, ai-je dit. Ils vont nous flanquer. »« Je vais attirer leur feu, » a dit Julien, ses yeux commençant à briller. « Tu vas à la tour. »« Non, c'est du suicide. »« C'est un ordre, Marie. »« Je ne prends pas d'ordre, » ai-je crié en retour. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, je me suis déplacé. Je n'ai pas couru loin. J'ai couru de côté, escaladant les boulis, me maintenant basse, me déplaçant de rocher en rocher. J'attirai leur feu. Une balle a fait jaillir de la neige à mes talons. Julien a vu rouge. La partie rationnelle et tactique de son cerveau s'est éteinte. Le loup a pris le volant. Il n'a pas pris ses formes complètes. Cela prendrait trop de temps et ses vêtements se déchireraient. Il a fait quelque chose que seuls les alphas les plus puissants pouvaient faire. Il a partiellement muté. Ses griffes se sont allongées, déchirant ses gants. Ses canines se sont allongées. Ses muscles ont enflé, déchirant les coutures de sa chemise de flanelle. Il a rugi, un son qui a résonné sur les parois du canyon, terrifiant et primal. Il a abandonné sa couverture. Il n'a pas couru. Il a bondi, couvrant 6 mètres en un seul saut. Il était une tache de violence se déplaçant sur la pente. Le sniper a paniqué. Julien a vu l'éclat de la lunette. Il a zigzagué, se déplaçant plus vite que les réflexes humains ne pouvaient suivre. Il a atteint le nez du sniper. L'homme a hurlé alors que Julien lui arrachait le fusil des mains et tordait le canon comme une brindille. D'un revers de main, il a projeté l'homme contre la paroi rocheuse. Le silence est tombé. Julien est resté là, la poitrine haletante, des griffes dégoulinantes. Il a regardé la pente. J'étais debout, visant mon pistolet sur un deuxième homme qui avait essayé de nous flanquer. J'ai tiré. L'homme est tombé, s'agrippant la jambe. « Dégagez !» ai-je crié, ma voix stable, même si mes mains tremblaient. Julien a pris un moment pour respirer, forçant le loup à redescendre, rétractant ses griffes. C'était douloureux, comme des os qui se recollent. Il est descendu vers le deuxième homme, celui que j'avais touché. Il portait l'insigne de la garde royale, un traître. Julien l'a attrapé par le gilet tactique, le tirant vers le haut. « Parle !» a grogné Julien, « ou je laisse la dame finir le travail. » L'homme a craché du sang. « Ça n'a pas d'importance, Dubois. C'est fait. » « Qu'est-ce qui est fait? » La diffusion ce matin. L'homme a ri, un son humide et gargouillant. « Tu es mort, roi Julien. Officiellement tué dans un tragique accident de voiture causé par une attaque terroriste solitaire. » Julien est devenu froid. Et qui gouverne? Le régent Crestwood. Il a déjà annoncé le mariage. Il épouse Sophie ce soir pour unir le royaume en deuil. Julien a lâché l'homme. Il est retombé dans la neige, inconscient. J'étais à côté de lui instantanément. Julien. Ils ont tout volé, a-t-il murmuré. Ma vie, mon nom, mon royaume. Ils ont volé une couronne, ai-je dit férocement, lui prenant le visage des 2 mains. Ils ne t'ont pas volé, toi. Tu es là devant moi. Je suis un fantôme, a-t-il dit. Un homme mort qui marche. Les fantômes sont dangereux, ai-je dit. Les fantômes hantent les vivants. Les fantômes les font payer. J'ai pris sa main. Allez, la tour, on doit l'entendre par nous-mêmes. On a monté le reste du chemin dans un silence sombre. Le relais radio était une cabane rouillée, mais l'équipement à l'intérieur bourdonnait d'une faible puissance. Je savais ce que je faisais.
J'ai contourné le cryptage, réglant la radio sur la fréquence d'urgence. La voix du présentateur a crépité à travers le statique. Nation en deuil. Les funérailles du roi Julien auront lieu demain. Le général Crestwood a juré de traquer la faction solitaire responsable, appelant à une purge de tous les loups non enregistrés. J'ai regardé Julien. Une purge? Ils ne tuaient pas seulement le roi. Ils allaient massacrer mon peuple, les solitaires, les parias, pour solidifier leur pouvoir. Le visage de Julien s'est durci. Le désespoir a disparu, remplacé par une fureur froide et calculatrice. Il a regardé la carte sur le mur de la cabane. Une carte de la capitale, des tunnels du palais. Ils veulent des funérailles, a dit Julien, sa voix basse et terrifiante. Donnons-leur en une. Il m'a regardé. Tu peux nous faire entrer dans la ville? J'ai hoché la tête. Je connais les routes des contrebandiers. Je peux nous faire entrer, mais Julien, on n'est que 2 contre une armée. Julien a pris un combiné radio. Il a regardé le cadran de fréquence. Pas seulement 2, a-t-il dit. Tu as dit que cette tour transmettait. Oui. Est-ce qu'elle atteint la zone grise? Les territoires des solitaires. Elle couvre tout le nord. Julien a activé le micro. Il n'a pas utilisé les codes royaux. Il n'a pas utilisé la voix des d'Alpha. Il a parlé simplement. Ici Julien Dubois. Je ne suis pas mort, mais j'ai été trahi. Il m'a regardé, sa louve son égal. Si vous êtes fatigué de vous agenouiller, si vous êtes fatigué de la purge, retrouvez-moi à la porte de fer à minuit. Nous allons reprendre le royaume. Il a relâché le bouton. Le silence qui a suivi était lourd. Tu penses que quelqu'un viendra? Ai-je demandé doucement. Julien a vérifié le pistolet qu'il avait pris au sniper. On verra bien, a-t-il dit. Ce soir, on en finit. La capitale, Chênebourg, était une forteresse de verre et d'acier nichée dans la vallée, brillant comme un lit de braise dans le ciel nocturne. Mais la porte de fer, l'ancienne entrée de service du quartier industriel, était sombre. C'était une relique d'un autre temps, une arche massive d'acier rouillé qui marquait la frontière entre la ville brillante et les bidonvilles oubliés de la zone grise. Minuit était dans 5 minutes. Julien et moi étions accroupis sur le toit d'un entrepôt désaffecté, surplombant la porte. Le vent était mordant, portant l'odeur d'échappement industriel et la légère odeur douce des jardins du palais à des kilomètres. « C'est calme », a murmuré Julien. Il nettoyait le fusil de sniper qu'il avait pris sur la montagne. Ses mouvements étaient précis, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Trop calme. Il pourrait avoir peur, ai-je dit. J'ai ajusté la sangle de mon sac à dos. Les solitaires survivent en restant cachés. Tu leur as demandé de marcher dans la lumière. Je leur ai demandé de se battre pour leur foyer, a corrigé Julien. Non, ai-je dit doucement. Tu leur as demandé de se battre pour le tien. Tu dois les mériter, Julien. Il m'a regardé, ses yeux dorés reflétant les lumières lointaines de la ville. Je pensais me battre pour tout le monde. Tu te battais pour l'ordre. Les solitaires ne se soucient pas de l'ordre. Ils se soucient de la liberté. L'horloge de la vieille usine a commencé à sonner. 1, 2, le son grave et cuivré a roulé sur le quartier. Julien s'est levé, jetant le fusil sur son épaule. Si personne ne vient, on y va seul, par les égouts du secteur 4. Julien, on ne va pas seul. J'ai posé ma main sur son bras, le regardant dans les yeux. Tu crois vraiment qu'ils ont tous oublié la liberté? Il a regardé le trottoir vide. Le poids de son échec le pressait. Il avait diffusé à tout le nord, et le silence était sa réponse. Il n'était pas un roi. Il n'était qu'un homme avec une âme volée. « Allons-y », a-t-il dit, sa voix creuse. « Attends », ai-je murmuré, mes oreilles orientées. « Écoute. » Au début, c'était juste un grondement sourd, comme un générateur qui démarre profondément sous terre. Puis c'est devenu des pas distincts. Non pas les bottes martelantes des soldats, mais le pas doux et feutré des chasseurs. Des ombres des ruelles, ils ont émergé. D'abord, un vieil homme appuyé sur une canne.
Ses yeux laiteux de cataracte, mais son odeur aiguisée de puissance. Puis une jeune femme tenant une barre de fer, ses vêtements tachés de graisse. Puis des familles, des loups solitaires, les indésirables, les brisés. Ils ont afflué de l'obscurité comme une marée montante. Des dizaines, puis des centaines. Ils ne portaient pas d'uniforme. Ils portaient des combinaisons de mécaniciens, des tablières de serveuses, des jeans déchirés. Ils portaient des clés à molette, des fusils de chasse, des battes de baseball et de vieux revolvers. Ils ont rempli la rue. Une mère Dieu silencieux et brillant fixé sur Julien. Une femme s'est avancée. Gisèle Moreau, la matriarche officieuse de la zone grise. Elle était petite, ridée, mais elle se tenait avec la dignité d'une reine. « On a entendu la radio, a dit Gisèle, sa voix rauque. On a entendu que le roi était mort. Le roi est mort, a dit Julien, sa voix projetant sans crier, remplissant le silence. Il s'est avancé au centre de la rue. L'homme qui siégeait sur le trône, qui a signé les papiers qui vous ont maintenu dans l'ombre. Cet homme est mort dans la neige. Il a tendu la main et a pris la mienne, me tirant à ses côtés. « Je suis ce qui reste, a déclaré Julien. Je suis celui qui a été trahi. Je suis celui qui a été chassé. Et je suis celui qui va arracher la gorge à l'usurpateur. » Il a regardé la foule. « Je ne peux pas vous promettre la sécurité. Je ne peux pas vous promettre de l'or. Mais je vous promets ceci. Si nous gagnons ce soir, les murs tomberont. Plus de zones grises. Plus de loups solitaires non enregistrés. Une seule meute. » Un grondement sourd a commencé à l'arrière de la foule. Ce n'était pas une acclamation. C'était un grognement. Une vibration collective d'accord. Gisèle a hoché la tête lentement. Elle a fouillé dans son manteau et en a sorti une lourde clé rouillée. « La porte de fer n'a pas été ouverte depuis 50 ans, a-t-elle dit. Mais on n'a jamais perdu la clé. » Elle a marché vers l'énorme serrure. Avec un gémissement de métal sur métal, le mécanisme a tourné. La foule s'est avancée pour pousser les lourdes portes. Avec un cri de rouille, elles se sont ouvertes. Le chemin vers la ville était libre. Julien m'a regardé. « Prête? »« Toujours, ai-je dit, tirant mon couteau. »« Alors, allons casser un mariage. » Mais comment Sophie en est-elle arrivée là? Comment est-elle venue à épouser Pierre, ce traître? Mon souvenir de Sophie est un peu, je ne sais pas, terni par la suite des événements. Quand j'y pense, elle n'a jamais semblé à sa place. J'ai eu une autre vision de cette nuit-là. Une nuit, Gisèle et moi discutions des événements. Plusieurs semaines après, elle m'a dit, « Tu sais, cette Sophie, au fond, elle n'était pas si différente de nous. » De nous? J'étais incrédule. Elle était piégée, gamine. Piégée par les attentes, par les alliances de son clan, par le jeu politique. Elle était censée épouser Julien, mais elle aimait le pouvoir que lui offrait Pierre. Ou était-ce la seule voie qu'elle voyait pour son peuple? Parfois, quand tu es entre l'enclume et le marteau, tu fais des choix que tu regrettes, même si tu penses agir pour le mieux. Elle a vu son clan au bord du gouffre, elle a choisi ce qu'elle croyait être la solution la plus rapide. Faible, oui, mais l'intention derrière, je ne suis pas sûr que ce soit purement diabolique. Et puis, au final, elle a fait son choix. C'était Gisèle qui parlait, avec sa sagesse de la rue, sa capacité à lire les gens. Elle disait que Sophie, quand le moment crucial est venu, face à Pierre, elle a protégé Julien. Elle avait peut-être vendu Julien, mais elle n'a pas pu supporter de le voir mourir sous l'épée de l'homme qu'elle était forcée d'épouser. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? La ligne entre le bien et le mal est rarement aussi nette que dans les contes de fées. C'était plus compliqué. Tellement plus compliqué. La chapelle royale était une cathédrale de verre conçue pour laisser le clair de lune inonder l'hôtel. Ce soir-là, elle était remplie de l'élite des terres du Nord. Des alphas en smoking, des lunas en robe de soie, tous murmurant à voix basse et nerveuse. À l'hôtel se tenait Pierre Cresswood. Il portait l'écharpe du régent, une bande dorée sur sa poitrine. Il avait l'air triomphant,
faisant la roue comme un péon. À ses côtés se tenait Sophie Gaillard. Elle portait du blanc, mais la robe ressemblait à un linceul. Son visage était pâle, son expression illisible. Elle tenait un bouquet de roses d'hiver, leurs épines arrachées, mais sa prise était si ferme que ses phalanges étaient blanches. Le grand prêtre a levé les mains. Nous nous rassemblons ici en un temps de tragédie pour forger un lien d'espoir, pour unir la maison Gaillard et la Régence. Loin au-dessus, dans les conduites de ventilation, je rampais sur le ventre. Le métal était froid contre ma poitrine. À travers la grille, je pouvais voir la cérémonie en bas. L'odeur d'encens et de parfum cher montait, écœurante de douceur. Je suis en position, ai-je murmuré dans l'oreillette que nous avions pillée dans la tour de garde. Tiens bon, la voix de Julien a crépité dans mon oreille. Attends le signal. Julien était au rez-de-chaussée, déguisé sous le manteau d'un garde du temple qu'il avait maîtrisé dans la cour extérieure. Il se tenait près des lourdes portes en chêne, la tête baissée, tenant une pique cérémonielle. Il observait Pierre, l'homme qui avait été son frère d'armes, l'homme qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait menti pendant des années. Pierre s'est tourné vers Sophie. « Prenez-vous, Sophie, cet homme pour être votre compagnon, pour lier votre meute à la sienne dans le sang et l'esprit. » Sophie a hésité. Ses yeux ont balayé la foule comme si elle cherchait un fantôme. A-t-elle commencé. Boum! L'explosion n'est pas venue de la chapelle. Elle est venue du réseau électrique. Le transformateur principal à l'extérieur des murs du palais a explosé, gracieuseté d'un cocktail Molotov bien placé, lancé par les solitaires. Les lumières de la cathédrale se sont éteintes. Des cris ont éclaté. La seule lumière venait du clair de lune traversant le plafond de verre. « Maintenant !» a rugi Julien. Il a jeté son manteau. Il n'a pas pris sa forme animale. Il n'y avait pas de place. Il a utilisé la pique. Il l'a fait tourner, frappant les extrémités émoussées dans la poitrine du garde le plus proche, le projetant dans les bancs. « Le roi !» a crié quelqu'un. « C'est le roi !» Panique, chaos absolu. L'élite s'est bousculée, renversant les bancs, se piétinant pour atteindre les sorties. Mais les sorties étaient bloquées. Les solitaires avaient infiltré le périmètre. Julien a marché dans l'allée. Il était une force de la nature. Des gardes se sont précipités sur lui, l'élite personnelle de Pierre. Julien n'a pas ralenti. Il s'est battu avec une efficacité brutale, désarmant, frappant, brisant des os. Il était un chef d'orchestre de la violence. Pierre est resté à l'autel, figé. Il a regardé Julien comme s'il regardait un démon sortant de l'enfer. « Impossible », a murmuré Pierre. « J'ai vu le rapport, tu es mort. »« J'ai pris du mieux », a grogné Julien. Il a sauté par-dessus la balustrade de communion, atterrissant sur le pupitre. Pierre a tiré son épée, une lame cérémonielle, mais assez tranchante. « Tuez-le, tuez-les tous !» Des gardes ont afflué de la sacristie. Du plafond, le verre a éclaté. Je suis descendu du conduit de ventilation, en rappel sur un câble que j'avais installé. J'ai atterri sur le dos d'un garde qui visait une arbalète sur Julien. J'ai enfoncé mon couteau dans l'espace de son armure. Je me suis relevé, me tenant dos à dos avec Julien. « Fashionably late », ai-je souri, essoufflé. « Les embouteillages étaient mortels », a-t-il répondu. Ils se sont déplacés comme un seul homme. Ils n'avaient pas de télépathie, pas de cérémonie de liaison, mais ils coulaient comme de l'eau. Quand Julien bloquait en haut, Marie frappait en bas. Quand elle feintait, il portait le coup de grâce. Ils étaient un tourbillon d'acier et de fureur. Pierre a reculé, attrapant Sophie par le bras. « Viens !» Sophie a arraché son bras. Elle a regardé Pierre, puis Julien. « Sophie !»« Bouge !» a crié Pierre, levant son épée pour frapper Julien alors que son dos était tourné. « Non !» a crié Sophie. Elle n'a pas couru vers Julien. Elle n'a pas attaqué Pierre. Elle s'est jetée devant le coup destiné au roi. L'épée a tranché la soie et la peau. Sophie a haleté, s'effondrant sur les marches de marbre,
Le sang rouge vif sur sa robe blanche. La pièce s'est figée. Pierre a regardé sa lame, horrifié. Il n'avait pas l'intention. Elle était son ticket pour la légitimité. Julien s'est retourné. Il a vu Sophie tomber. Il a vu le sang. Le loup n'a pas juste fait surface. Il a explosé. Julien a rugi. Un son qui a brisé les vitraux. Il n'a pas pris sa forme animale. Il n'en avait pas besoin. Il s'est jeté sur Pierre, le plaquant du pupitre. Ils se sont écrasés sur le sol en pierre. Julien l'a frappé encore et encore. Chaque coup était un jugement pour la trahison, pour le coup d'État, pour la femme qui saignait sur les marches. « Tu voulais la couronne !» a crié Julien, son poing frappant la mâchoire de Pierre. « Prends-la! Prends son poids !» Pierre a craché des dents, riant à travers une bouche pleine de sang. Il a fouillé dans sa poche. Une télécommande. « Si je meurs, » a sifflé Pierre, « le palais tombe avec moi. Les fondations sont piégées. » Il a brandi un détonateur. Son pouce planait sur le bouton. « Lâche-moi, » a craché Pierre, « et je ne nous envoie pas tous en enfer. » Julien s'est figé, le poing levé. Les solitaires dans l'embrasure de la porte ont baissé leurs armes. Je me tenais près de Sophie, appliquant une pression sur la blessure, mais mes yeux étaient fixés sur le détonateur. Échec et mat. Pierre a ricané. Le poing de Julien a percuté la mâchoire de Pierre une fois, 2 fois, pulvérisant l'arrogance du traître. Mais Pierre a ri à travers une bouche pleine de sang, fouillant dans sa poche pour une télécommande. « Lâche-moi » et sifflé Pierre, tenant l'appareil en hauteur. « Ou le palais tombe avec moi. Les fondations sont piégées. » Julien s'est figé, le poing levé. Le silence est tombé sur la chapelle. Pierre s'est retiré vers la sortie secrète, le pouce planant sur le détonateur. Je prends les réserves d'or, quiconque me suit, et boum! Il a jeté un coup d'œil à Sophie mourante. Dommage, tu aurais fait une jolie veuve. Les yeux de Sophie se sont ouverts, rencontrant mon regard. Elle a murmuré un mot. Vase, j'ai compris. Un lourd vase doré près des pieds de Pierre. Je n'ai pas hésité. J'ai lancé un chandelier en argent, brisant le vase. L'eau et les éclats dorés ont aspergé le marbre. Pierre a glissé. Dans cette fraction de seconde d'équilibre perdu, Julien a pris sa forme animale. Le loup noir massif s'est matérialisé en plein air, les mâchoires claquant autour du poignet de Pierre. Crunch, le détonateur a glissé sur le sol. Je me suis jeté, attrapant l'appareil à quelques centimètres du sol. Le loup a secoué Pierre violemment, le projetant contre un pilier où il s'est affaissé, brisé et inconscient. Julien a repris sa forme, haletant, et s'est agenouillé près de Sophie. « Il promettait la paix », a murmuré Sophie, les larmes se mélangeant au sang. « Je voulais juste les sauver, mais j'ai eu tort. » Elle a serré ma main. « Fais de lui un bon roi. » Avec un dernier souffle rauque, Sophie Gaillard était partie. Julien s'est levé lentement, fermant ses yeux. Il m'a pris le détonateur et l'a écrasé dans sa main. Il s'est ensuite tourné vers la foule, les nobles, les gardes et l'armée de solitaires qui remplissaient l'embrasure de la porte. « Cet homme voulait régner par la peur », a déclaré Julien, pointant Pierre. « Mais il n'y a pas de faible, il n'y a pas de fort, il n'y a que la meute. » Il s'est tourné vers moi, s'agenouillant devant moi au centre du pupitre. « Marie Laroche, tu as sauvé ma vie et mon âme. Veux-tu te tenir avec moi? Pas derrière moi, mais à mes côtés. » J'ai regardé le choc sur les visages des nobles et la fierté dans les yeux des solitaires. J'ai souri, un sourire vif et dangereux. Seulement si je peux garder mon travail au grill. Les pourboires sont bons. Julien a ri, me tirant dans un baiser qui a scellé la nouvelle ère. La foule a éclaté, non pas en applaudissements, mais en hurlements qui se sont élevés à travers le toit brisé. Un chant sauvage pour un royaume sans mur. 6 mois plus tard, la neige fondait. Les premières pousses vertes du printemps perçaient la terre dégelée des roches brisées. La porte de fer était partie, littéralement. Julien avait ordonné qu'elle soit fondue et reforgée en un monument sur la place de la ville.
Une statue d'un loup et d'une femme dos à dos. Le grill de minuit était animé. Le néon avait été réparé, bien qu'il bourdonnât toujours de ce bruit agaçant. J'essuyais le comptoir. Je portais un chemisier de soie, ajusté et coûteux, mais j'avais toujours mon tablier par-dessus. « Commande prête !» ai-je appelé. Julien est sorti de la cuisine. Il portait un T-shirt taché de graisse et un jean. Il a posé une assiette de crêpes devant Gisèle Moreau. « Votre Majesté !» égloussait Gisèle, piquant les crêpes. « Elles sont brûlées. »« Elles sont caramélisées !» et rétorquait Julien, s'essuyant les mains sur un torchon. « C'est une technique culinaire. »« C'est brûlé !» a insisté Gisèle, mais elle les a mangées quand même. Je me suis appuyé contre le comptoir, le regardant. Il était horrible en cuisine, mais il insistait pour travailler un service chaque mardi. Il disait que ça lui rappelait ce qui était réel. Le royaume changeait, c'était désordonné. L'intégration des solitaires était difficile. Les vieux préjugés mouraient lentement. Il y avait encore des escarmouches, encore des disputes politiques. Mais la peur était partie. Les lois de purge étaient réduites en cendres. Parfois, la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop parfait ». Il parlait des marchands du marché, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le palais, les promesses de Julien, tout cela aurait pu sembler trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas, ça je l'avais appris. On était tous sauf parfaits, mais on était là et c'était suffisant. On construisait quelque chose brique par brique, effort après effort, et ce n'était pas facile. Mais c'était réel. Julien s'est approché de moi, passant ses bras autour de ma taille par derrière. Il a posé son menton sur mon épaule. « Tu sens le sirop » a-t-il murmuré. « Et toi, tu sens la pâte brûlée » ai-je taquiné. « Je suis le roi. Je peux décréter que la pâte brûlée est le nouveau parfum royal. »« Tu peux essayer » il m'a fait pivoter, ses yeux dorés chaleureux et sereins. Les ombres avaient disparu. « Heureuse » a-t-il demandé. Et quand j'ai regardé autour du restaurant, les humains, les métamorphes, les anciens nobles et les anciens rats de rue, tous mangeant sous le même toit. « On a du travail à faire » ai-je dit. « On a toute une vie » a-t-il répondu. Il m'a embrassé doucement et lentement, ignorant les sifflements des chauffeurs de camions dans le coin. Dehors, le soleil a percé les nuages, baignant le nord de lumière. L'hiver était fini. La meute était réunie. Aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me demande si j'ai fait une erreur, si tout ça n'est pas trop lourd à porter. Probablement les deux, en fait. C'est comme ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. On avance, on trébuche, on se relève. C'est le chaos, la beauté et la pagaille. Mais c'est notre pagaille. Et ça, c'est quelque chose.